Maman masse-moi. Maman masse-moi ou elle me masse. Mais moi, je dois un peu réclamer. Mais elle masse super bien. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été massées depuis l'enfance. Moi, je parle des malades, ou je parle des enfants, ou je parle entre nous. Tu vois, ça manque tout ça. Ça crée le lien, ça tisse le lien. Tu peux, par exemple, là, souvent, moi, j'ai mal là. Tu fais des pressions comme ça et ça craque tout seul, tu vois. Ou tu te fais des torsions comme ça et ça... Tu sais, quand tu te fais masser, les gens sont super tendus, mais en fait, ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent avoir confiance en toi parce qu'ils te connaissent pas, et de lâcher. Et quand tu lâches et que t'es vulnérable, tu montres ta vulnérabilité. Et en fait, les gens, quand ils se montrent vulnérables, pensent que c'est un signe de faiblesse. Alors que quelqu'un qui connaît sa vulnérabilité, c'est un signe d'une grande force. En fait, tu laisses parler tes mains, en fait. Moi, tu sais, en Asie, alors peut-être dans d'autres pays c'est le cas aussi, mais il y a beaucoup de non-voyants qui sont masseurs. Parce que la vue, t'as pas besoin de ta vue, en fait. Tu regardes le génie, Ray Charles, Stevie Wonder, ils sont des musiciens hors pair. Il est très connu, il est aveugle. Voilà. En fait, tu vois avec tes... Et parfois, quand je donne des cours de massage, je demande aux personnes de fermer leurs yeux ou même de bander leurs yeux. Parce que tu lis avec tes mains, tu lis avec tes doigts. Et par exemple, tu te laisses aller, tu te fais confiance, c'est-à-dire tes mains, elles vont voir jusqu'où tu peux aller dans la pression, si tu peux aller profondément dans le muscle, ou si c'est trop sensible, tu arrêtes. Juste d'être hyper à l'écoute, c'est une qualité d'écoute supérieure que tu développes dans le toucher. Donc t'écoutes, tu vois avec tes mains, et tu écoutes avec tes mains. Tu sais, les enfants, souvent, ils pleurent parce qu'ils ont mal au ventre. Les bébés, au niveau du ventre, tu fais des petits mouvements circulaires pour les aider à digérer, parce que le système digestif d'un bébé, il est pas assez mature, donc ils ont souvent mal au ventre quand ils digèrent. Juste ça les calme, ou des petits gestes comme ça, circulaires, qui apaisent. Tu leur prends les pieds, tu fais une toute petite pression, tu vois, qui a une petite pompe au niveau du sang, comme ça. Ça les apaise pour les faire dormir aussi. Alors pour faire des choses simples, si par exemple quelqu'un qui est à l'hôpital, qu'est-ce qui fait beaucoup de bien ? C'est les mains, tu vois. Par exemple, tu prends les mains et tu enveloppes. Il faut que ton toucher soit très enveloppant. Tu vas pas, tu vas avoir les doigts raides, ou tu vas avoir les doigts souples, hyper enveloppants pour rassurer la personne. Et après, tu fais une pression, en fait, c'est une communication, tu vois, si tu peux aller un peu plus loin, si la personne est un peu, ça, là, c'est un peu trop fort, et tu ajustes, tu vois, c'est vraiment subtil, et c'est beaucoup plus facile. Ouais. Les mains, par exemple, les extrémités, d'autres personnes, ça fait énormément de bien les pieds. Moi, je parle à l'hôpital, moi, j'aurais adoré qu'on me masse les pieds, qu'on me masse les mains. Moi, j'avais des amis qui faisaient des massages, qui sont venus me voir à l'hôpital. Mais des choses comme ça, ou le crâne, tu vois, par exemple, moi, il y avait une infirmière, je lui dis, écoutez, je pouvais pas bouger, j'étais dans mon lit, elle m'a lavé les cheveux dans mon lit. J'ai mis mes cheveux comme ça en arrière sur le bord du lit, elle a mis une bassine, elle m'a lavé les cheveux, et après avec le shampoing, elle m'a fait un massage du crâne. Et ça, c'était divin, tu vois, juste ça, sentir l'eau un peu chaude sur ton crâne. C'est quelqu'un de malade, il a besoin de ça, en fait. Il a besoin de sentir ses sens, parce que t'es malade, t'as plein de médicaments, de produits chimiques en toi. Tu peux pas bouger, t'es rien, et le corps médical te parle un peu comme un patient, comme un... Voilà, mais en fait, un numéro, mais en fait, t'as besoin de tout ça. T'as besoin d'une chaleur humaine, t'as besoin d'être touché, t'as besoin d'être... Même un parfum, ça te fait du bien, ou alors, même si t'as pas la force de manger, l'odeur d'un plat que tu aimes, rien que ça te fait du bien. Tu vois, c'est de ranimer les sens. Voilà. Tu vois, c'est ranimer les sens, et ça fait une grande différence. Et ça te garde en vie, en fait. Moi, ça me garde en vie, moi, de ma famille, mes proches. Quand je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire, il me ramenait mes plats préférés, tout ça, des parfums que j'aimais, et tout ça, ça ranimait tous mes sens. Voilà. Tu vois, c'est des choses simples, mais si tu le fais avec ça, tu peux pas te tromper. Ouais, ça crée vachement de liens, ça calme tout le monde, c'est hyper bon. Depuis qu'elles sont petites, déjà, je les masse.
Et ouais, elles massent très très bien. Elles ont 13 ans et demi et 12 ans, mais depuis, bon, il y en a la petite, depuis l'âge de 5-6 ans, elle savait déjà très bien masser. Ils adorent, en fait. Même, tu peux les prendre un petit peu parce qu'ils sont hyper souples. Tu peux les soulever, tu vois, tu masses les fesses. Ils aiment tout, hein, les bébés, hein. Ils adorent, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est du chewing-gum, tu vois. Ils adorent ça, ouais. Tu lui prends les hop, comme ça. Tu dévisses le truc. Oh, ouais, c'est clair. Tu peux même les mettre. Oh, ils adorent, quoi. Ils adorent. C'est bien. Et après, ça te donne des infos sur ton propre corps, sur... moi, j'apprends, il faut avoir une posture. La base d'un bon masseur, pour que lui se régénère et se préserve, parce qu'on me dit, souvent on me demande, mais vous devez être fatigué à masser. Je dis, ben non, le masseur, il utilise sa respiration, s'il a une posture solide et stable, ben non, il se fatigue pas, puisque tu vois en Thaïlande, des petites crevettes, là, des petites masseuses d'1m50, qui ont l'énergie pour masser des colosses de 1m95, c'est pas parce qu'elles utilisent leur force musculaire, c'est qu'elles utilisent la force de leur respiration et de l'énergie interne, en fait. La bonne posture. D'être stable, de travailler toujours dans l'axe. Si t'as les épaules crispées, t'es comme ça, tu te crées des tensions, donc tu utilises ta force musculaire. Et si tu utilises le poids de ton corps et ta respiration pour chaque mouvement, chaque pression, tu vois, c'est un art, c'est comme le sport ou les arts martiaux, tu utilises ta force interne, tu n'utilises pas ta force musculaire. Si tu utilises ta force musculaire dans un massage, tu t'épuises en fait. Tu t'abîmes les tendons, les articulations, tu t'épuises. Alors que si tu utilises ta force, elle vient du hara, ou tu utilises le poids de ton corps et ta respiration, et ta posture est parfaite et optimale, tu te fatigues pas. Ça te régénère au contraire. Il y a une autre technique que j'ai donnée à Terre d'éveil aussi, que j'ai animée à Terre d'éveil, c'est le massage des organes internes. Ça s'appelle le Qi Netsang. C'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Tu travailles sur les organes, tu les détoxines, parce que chaque organe en médecine chinoise est aussi le siège des émotions. Par exemple, le foie, quand il est déséquilibré, c'est plus la colère. Le cœur, c'est les poumons, quand ils sont déséquilibrés, c'est l'énergie. On parle au niveau énergétique des poumons, c'est plus la tristesse, tu vois, des choses comme ça. C'est très vaste, hein, parce que c'est aussi issu d'une sagesse qui a plus de 5000 ans. On observe les rythmes, les cycles de la nature. Moi, spontanément, je répondrais que la spiritualité, elle se vit dans le quotidien. Est-ce que tu le vois dans les gens, mais est-ce que tu le vois que les gens le vivent en France, au Maroc? Et par exemple, au Maroc, ce qui moi me frappe, c'est que quand t'entends l'appel à la prière, donc c'est toujours un rappel, en fait, comme si Dieu était partout et en permanence partout. Et parfois, moi je dormais dans la Médina et à 5h du matin, t'entends l'appel et tu vois, il est partout, tu vois, ça te rappelle, il y a toujours le souvenir, il y a toujours un souvenir en permanence. Parfois, la distorsion, ça, moi je l'appelle un peu la spiritualité Facebook, tu vois, la spiritualité Facebook, parce qu'il y a des trucs à prendre et vraiment à laisser, parce qu'il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Parce que... Des citations, des images... Voilà, un petit peu... Oui. Il y a un très bon côté, mais parfois c'est un peu surfait, tu vois, et du coup les gens sont un petit peu dans l'obligation de vivre dans le politique, dans le spirituellement correct, tu vois. Le spirituellement, on va pas dire ci, on va pas dire ça, et puis... Bonjour Pantali, merci d'être venu à Keshlab, partager ton expérience, je trouve ça super intéressant. Merci de m'avoir invité. Marhaba, ça fait plaisir. Ça m'intéresse toujours d'entendre des gens qui ont eu des expériences extraordinaires parce que j'apprends beaucoup des expériences des gens. Moi, j'ai pas vécu grand chose, j'avoue. Par contre, j'apprends beaucoup en écoutant. Donc voilà. Moi, ce qui m'a plus intéressé, tu m'as raconté que tu avais eu une expérience de mort imminente. Tu as eu une sortie de corps suite à une opération, une hémorragie interne, etc. 2 fois, tu m'as dit. Oui. Ce qui t'a permis de voir et de comprendre des choses assez extraordinaires. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter
comment s'est passée la sortie de corps. Je sais que comment tu en es arrivé là, c'était assez extraordinaire. Un concours de circonstances. Mais arrivé à la sortie de corps, j'aimerais savoir comment ça s'est passé une fois que tu es sorti du corps. Et est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu? Parce que peu de gens voient ça. Ouais. J'ai lu quelques études. Apparemment, c'est 15 à 20% des personnes qui frôlent la mort ont ce genre d'expérience. Voilà, moi j'ai pas vu ça, j'aimerais que tu me racontes comme tu l'as vu, si tu peux. Alors, tu vois, quand j'ai réfléchi à ça. Moi, par contre, j'ai jamais regardé ce qui pouvait se dire, le témoignage d'autres personnes. Peut-être j'en ai vu un ou deux. Et au moment où c'est arrivé, pour moi, j'étais au bloc. En fait, il y avait une complication lors une de mes opérations, parce que j'en ai eu un certain nombre. Et au départ, je me regardais, en fait, je me voyais, j'ai commencé à prendre, je sais pas, j'entendais tout ce qui se passait, et je voyais les particules de mon corps se dilater à l'infini. Et j'ai eu un moment de c'est assez déroutant, et se dilater, tu as l'impression de se dilater, et de rentrer, de faire partie du tout. C'est assez particulier à décrire, parce que les mots sont limites un petit peu, mais de faire partie de l'univers, en fait. C'est comme si à un moment donné, au départ, tu prends une perspective, tu vois tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui t'arrive, tu prends un peu plus de hauteur, et après, la densité de ton corps se dilate, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, en fait. En fait, tu réfléchis pas à ce qui t'arrive. Et à un moment donné, j'allais aussi vite que la pensée. J'ai pensé à mes enfants, et je les ai vus, mais elles ne me voyaient pas. Donc c'était très déroutant, tu vois, que de vouloir être, tu vois, de vouloir communiquer, de vouloir être en contact avec mes enfants, mais elles ne me voyaient pas. Évidemment, elles n'étaient pas au bloc. Et à un moment donné, je faisais partie du tout. J'étais comme dans une espèce d'immensité, et qui ressemble, je connais le désert, et qui ressemble vraiment, pour moi c'était très proche. Peut-être que c'était l'image qui me parlait le plus, mais j'ai vu le désert, quelque chose d'immense, l'immensité, en fait. Et il y avait quelque chose je suis pas religieuse du tout, hein, j'ai pas de culture, si, d'éducation, en fait, mais je suis pas quelqu'un de religieux ou de pratiquant, mais il y avait quelque chose pour moi de l'ordre du divin. C'est comme si je traversais une espèce de portail, et pour moi c'était quelque chose de divin, une résonance absolue, en fait, quelque chose d'absolu, quelque chose qui était plus grand que moi, ou même j'étais plus Cantali, en fait, il y avait plus de personnalité, il y a plus d'identité, il y a plus de personnalité, t'es dans la création, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et tu sais pas combien de temps ça dure, c'est au-delà de ce que j'ai jamais vécu une chose pareille. Et c'est pas facile à décrire, mais c'est vraiment indescriptible. Et puis une espèce, quelque chose de tellement grand, de tellement au-delà de toi, de tellement au-delà de ta limite, et d'un amour infini. Et j'ai eu des messages très très intimes, en fait, pour ce que j'ai à accomplir dans mon existence. Et pourquoi aujourd'hui je témoigne et j'échange avec toi, c'est parce qu'il y a aussi une partie universelle à ça. Pourquoi ? Parce que ça peut toucher une personne, peut-être une personne qui traverse la maladie, peut-être une personne qui a peur de la mort, et qui est dans le désespoir. Et moi, alors que les pronostics étaient complètement alarmiste et alarmant pour moi, et ben on peut s'en sortir. D'une manière ou d'une autre, on peut s'en sortir. Je suis là pour témoigner de ça, alors que c'était vraiment pas gagné pour moi. La maladie est toujours là, mais j'ai choisi d'être vivante jusqu'à ma mort, et de continuer à accomplir ce que j'ai à accomplir. Si le moment n'était pas venu pour moi, et si le moment arrive dans 6 mois, 1 an, 2 jours, 1 semaine, en tout cas j'aurais laissé une trace, et en tout cas c'est que ça vaut vraiment le coup, et que ça m'a délivré de quelque chose d'immense, et que pour moi ça m'a délivré de la peur de la mort.
Et à partir de là, je pense que je fais le choix conscient de vivre pleinement ma vie, de vivre mes rêves, d'avoir une vision et de la mettre en action, de contribuer au monde. J'avais pas la notion de la contribution au monde, j'avais pas la notion du service, c'était vivre ma vie, mais voilà, comme ça, au gré des choses. Mais là, je sais que je fais partie d'un monde et qu'en étant la meilleure version de moi-même, en décidant de vivre pleinement, et ben, je contribue à ce monde. Et j'en avais pas du tout conscience avant cette expérience-là. Voilà. Je vais te demander comment cette expérience a impacté ta spiritualité. Est-ce que tu avais une spiritualité avant? Est-ce que tu en as une maintenant? Qu'est-ce que tu en penses? Avant, elle était dilettante, en fait. Oui, par mes parents, j'ai la chance d'avoir un père chrétien et une mère bouddhiste, donc une richesse dans l'éducation de la spiritualité. Le Laos et mon père, la famille de mon père, avant d'être chrétienne, ils étaient animistes. Donc il y a beaucoup je pense que l'invisible faisait partie de mon éducation, en fait, du quotidien. Donc oui, c'était là, mais c'était et puis comme j'ai grandi en France, c'était un petit peu fourre-tout, tu vois. C'était il y avait un petit peu de tout, mais il n'y avait pas d'axe particulier. Mais depuis mon expérience, ouais, comment te dire, c'est je suis beaucoup moins, voilà, il y a pas de fatalité, c'est-à-dire que tout est, en fait, tout est possible. C'est vraiment le regard que tu poses sur une situation, sur une chose. J'ai traversé des moments d'une telle douleur, dans la douleur physique, et quand tu souffres énormément physiquement à cause de la maladie, tu peux te dire parfois que la mort serait une délivrance. Et j'ai fait un rêve à l'hôpital une fois. J'arrivais pas à dormir et j'étais sous morphine à cause de la douleur. Mais à un moment donné, j'ai réussi à m'assoupir. Et dans ce rêve, j'ai rêvé d'un homme qui est assez connu en France et dans le monde, je crois, parce que qui a écrit 2 bouquins, Anti-cancer et Guérir. C'est le docteur David Servan-Schreiber. Et il est mort il y a 7-8 ans. Mais il était atteint d'un cancer du cerveau très agressif. Et à partir du moment où il a pris connaissance de sa maladie, il a changé complètement toute sa vision des choses, sa façon de se nourrir et tout ça. Il a fait des recherches sur tout ce qui pouvait être un peu plus alternatif. Et il a beaucoup développé la cohérence cardiaque. Et dans ce rêve, je le vois. Et il avait un enfant sur les genoux. Et moi, je dis, j'ai trop mal, je souffre trop. Et il me murmure, il me dit, moi, j'avais un cancer du cerveau et je souffrais pas comme un chien, mais je souffrais comme 10 chiens. Et il me dit, mais c'est possible de s'en libérer, en fait, de la souffrance. Et il me murmure quelque chose dans l'oreille, et c'est là où on se met à sourire et même à rire. Et là, je me réveille, et effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup moins mal. Et je parle de ça à mon chirurgien, et mon médecin, et il me dit, je le connaissais, c'était mon ami. Moi, j'ai toujours eu des séries de hasards assez incroyables dans tout ce qui m'est arrivé à l'hôpital et autour de la maladie. Et il m'a dit, vous savez qu'il a justement développé la cohérence cardiaque, et l'enfant qu'il avait sur les genoux dans votre rêve, c'était certainement ce qui me fait sourire mon cœur. Et ça m'a marqué, en fait. C'est des mots qui m'ont marqué, parce que c'est vrai que quand on est vraiment à l'intérieur de son cœur et de ce qui fait vraiment donner sourire, ça atténue réellement la plus grande des souffrances. Et moi, j'avais des souffrances à me cogner la tête contre les murs. La morphine ne faisait pas grand-chose, elle me mettait dans des états seconds, mais la douleur était quand même toujours là. Et voilà, donc tout ça pour dire que la spiritualité, elle se vit, elle s'incarne, tu décides. C'est pas juste être passif et subir la vie ou la fatalité, mais c'est vraiment de décider. En fait, la spiritualité que j'ai découvert, c'est tu décides soit de nourrir ce qui va te faire sombrer, ou soit nourrir ce qui va te tirer vers le haut. Et c'est comme ça, oui, effectivement, que grâce à cette expérience, grâce à la maladie, grâce à la douleur, parce que j'ai compris que c'était pas mes ennemis, qu'il y avait quelque chose
qu'il y avait toujours un message à me délivrer derrière tout ça. Voilà. Attends, je vais me moucher. Hier, tu as mentionné que pendant ton voyage hors de ton corps, tu avais traversé comme une forme alphabétique que tu as réalisé plus tard, que c'était le nom de Dieu. Oui. Et est-ce que tu peux nous redire comment ça s'est passé? Parce que ça, je trouve ça assez incroyable. Alors encore une fois, je dis parce que j'avais aucune démarche spirituelle, religieuse, donc c'est que je suis complètement page blanche à ce niveau-là. J'avais pas du tout de démarche. Effectivement, quand comme je te disais, j'étais comme dans l'immensité, en fait, en faisant partie du tout. N'étant plus limité donc par un corps ou par les particules denses de la matière ou quelque chose qui te limite, qui est le corps, j'étais comme inspirée dans pas un portail, mais il y avait une espèce de calligraphie comme ça dans l'espace, et ça m'a inspirée, je l'ai traversée. Et après, j'ai su, est-ce que c'est une projection? J'ai pas de réponse à ça, mais après, j'ai su qu'effectivement, c'était le nom de Dieu. C'est une calligraphie, c'est vraiment la forme, c'est un livre. Ah ouais, ouais. Absolument. Ouais. Absolument, mais sur le coup, t'as pas de raisonnement, tu le réfléchis pas, mais c'est après que, mon Dieu, mais c'est ça, en fait. Quand j'avais repris mes esprits, quelques jours après, c'est ça, c'est pas ma culture, j'en avais aucune connaissance en fait. Il y avait aussi ce son primordial, tu sais, comme quand t'entends les battements de l'univers en fait, il y avait un son primordial et c'était ça aussi. Ouais. Le battement primordial, comment ça c'est? C'était une vibration en fait, c'est comme si t'entendais pareil, le nom de Dieu quoi. Le nom de Dieu et un son, tu vois, t'entends le son de Dieu, t'entends le nom de Dieu, je sais pas comment te le dire autrement. Waouh, j'aimerais entendre ça. I want to hear this. Je vais aussi te demander quelque chose sur la voix du toucher, quelque chose que tu pratiques maintenant depuis... Ça fait combien de temps en fait que tu... Ça fait 10 ans. 10 ans, donc tu as appris à tes filles à masser, mettre de masse, etc. Je vais te demander pour les gens qui ne connaissent pas grand chose au massage, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre rapidement et mettre en application avec leurs amis, avec leur famille, pour avoir des bénéfices rapidement, même s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances là-dedans? Alors, il leur faut leurs 2 mains. Il leur faut déjà bien s'installer confortablement, parce que quand on donne un massage, il faut pas être de travers, il faut avoir une bonne posture, parce que si tu veux faire du bien à une personne mais que toi t'es mal installé, que t'as des tensions dans les épaules, que t'es de travers mais tu sens que t'as mal au dos, ne commence pas à masser. Trouve déjà le temps de bien t'installer. Assure-toi que la personne que tu vas masser est bien installée, qu'il faut pas soit pas dans un endroit avec des courants d'air, parce que c'est pas terrible d'avoir froid pendant un massage. Et poser tes mains, tu vois, d'avoir une bonne intention, d'être vraiment disponible et disposé à donner un massage. Et tu poses tes mains. Alors voilà, pas besoin d'avoir connaissance de techniques particulières, mais d'avoir des mains qui, tu vois, les poses, elles sont apaisantes, elles sont enveloppantes. Si t'as les doigts raides, si t'as les épaules crispées, ça va pas le faire, parce que toi ça va te fatiguer, puis la personne elle va sentir tout de suite que t'es crispé. Donc tu peux pas donner du bien-être à une personne si toi-même, en tant que masseur, en tant que personne qui donne, t'es mal installé ou t'es crispé. Et puis il faut avoir un toucher plein et entier. Moi, quand j'ai appris à masser, on m'a dit, quand tu déposes ta main sur quelqu'un, qui est même pas la place pour qu'il y ait un courant d'air qui puisse se glisser entre la main et la peau de la personne. Voilà, que ton toucher soit toujours plein et entier. Et puis respirer. La respiration, c'est le repère pour tout. La respiration, c'est le repère pour envoyer une pression. Et tu reviens, tu retires ta main dans ton aspire et tu envoies ta pression. Voilà. Il faut juste que tu cales en fait le rythme de ton massage par rapport à ta respiration. T'as pas besoin de faire de gestes incroyables, mais voilà, faut que tout soit détendu, faut que tout soit enveloppant, voilà.
et que l'intention que tu envoies, c'est que tu veux apaiser la personne. Tu vois, si tu sens qu'une personne est vraiment stressée, tu prends le temps de déposer tes mains, par exemple, sur son sternum pour l'aider à respirer. Et vider ses poumons et l'accompagner, l'expire le plus longtemps possible, tu vois. Pas besoin de faire de choses compliquées, mais voilà. Respirer, avoir une bonne posture, être pleinement disposé, d'avoir un environnement où il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de bruit, on se déconnecte, on répond pas au téléphone pendant que tu reçois un massage, ou toi tu donnes un massage, tu réponds pas au téléphone. C'est d'avoir vraiment une ambiance disposée et calme, et propice au massage. Et après, c'est une conversation. Tu commences de façon toute douce, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu aies une main vive, une main, voilà. Il faut que jamais ton toucher soit intrusif. Si tu sens une tension mais que la personne elle n'est pas prête à recevoir, tu écoutes en fait. C'est écouter la résistance du muscle et écouter la résistance du corps de l'autre. C'est une conversation que tu engages en fait, c'est une conversation non verbale que tu engages. Et c'est là qu'après, avec tes mains, tu peux lire de façon subtile. Tu peux lire sans les yeux. Il y a beaucoup de non-voyants qui sont d'excellents masseurs. C'est une lecture subtile du corps de l'autre. Et moi, ce que j'aime bien, une fois, j'étais en train de masser et j'avais cette image-là. En fait, à ton contact avec la peau de l'autre, t'es déjà en l'autre. C'est-à-dire certaines de tes cellules, quand tu passes ta main, elles font déjà partie de l'autre. Donc, tu vois, c'est vraiment une conversation pleine et entière où tu es en l'autre et l'autre est en toi. Voilà, c'est une conversation sans filtre. C'est exactement. Et j'aime beaucoup ça parce que tu lis dans une conversation, on peut cacher certaines choses, on peut biaiser certaines choses, on peut manipuler. Mais dans un massage, tu ne peux pas manipuler l'autre. Quand tu poses les mains sur un corps, il te raconte plein de choses. Il te raconte ses tensions, pourquoi il y a une douleur. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une histoire, une mémoire, en fait, dans une tension, même une maladie. Il y a toujours quelque chose à lire. Et un corps humain, il ne ment pas. Il ne ment pas. Un ego, l'ego peut mentir. On peut se raconter soi-même des histoires. On peut raconter aux autres des histoires et les mener en bateau, mais un corps, il te raconte la vérité, ni plus ni moins. Et tout ça, aussi pour rebondir, et c'est pour ça que j'aime tant le désert, c'est pareil, c'est sans filtre. Tu vois. Moi, je pose les mains sur le corps de quelqu'un, même sur la tête, ou même quand je prends les mains de quelqu'un, il se passe quelque chose, j'arrive à lire quelque chose. Dans le désert, c'est pareil. La nature est tellement... T'es face à la création, hein, quelque chose de ce qui est... face à la création, donc toi t'as un programme, tu veux que les choses soient comme ci, comme ça, mais si le désert a décidé qu'il y avait une tempête de sable ce jour-là, il y a une tempête de sable, toi tu peux rien y faire, tu peux juste prendre ton mal en patience, et justement rentrer à l'intérieur de toi, tu observes les animaux, les dromadaires, l'âne dans le désert, il est stoïque, il est calme, il n'est pas en résistance, il est pleinement dans l'acceptation de ce qui se passe, alors que toi, tu dis, oh mais non, mais c'est pas comme ça, j'avais un programme, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Non, c'est la nature qui décide, c'est pas toi. Donc là, ça te remet vraiment à ta place. J'avais des questions sur le Maroc. Hier, tu as mentionné que c'était un pays où tu te sentais vraiment en sécurité. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'attire dans ce pays, parce que toi, tu es du Laos. Ouais. Tu as ta famille en France. Ouais. Et je sais pas comment tu t'es retrouvé au Maroc. Et tu en parles très souvent, surtout du désert. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'attire autant au Maroc? Alors, j'ai pas d'explication rationnelle, mais en tout cas, hier j'en discutais et je crois que il y a un code d'honneur ici qui est vraiment particulier. C'est l'hospitalité et le code d'honneur de l'accueil. Moi, je suis arrivée en France, ma famille est arrivée en France, et c'est l'exil qui nous a amenés, donc un exil forcé à cause de la guerre. Et ici, ça va faire 8 ans que je viens très régulièrement au Maroc et dans le désert. Et je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de choses que je retrouve en commun avec ma culture d'origine du Laos. Déjà, c'est la solidarité.
Et puis oui, c'est ça, la culture de l'accueil, la culture de manger ensemble, de vivre ensemble, que toute génération, souvent, en tout cas moi ce que j'ai vu dans le désert, c'est toute génération confondue, tout le monde vit ensemble, les enfants courent partout, les personnes âgées ne sont pas parquées dans des maisons de retraite, tout le monde vit ensemble, les portes sont ouvertes et tout le monde... Voilà. Bon, en ville c'est un petit peu différent, mais ce que je peux voir, en tout cas dans le désert ou dans les villages, c'est vraiment assez similaire. J'avais jamais prémédité de faire quoi que ce soit au Maroc, mais en fait ça s'est fait comme ça. Mais ouais, je pense que c'est ça en fait. Il y a vraiment cette qualité de l'accueil au Maroc. Et du coup, moi, quand je suis arrivée, j'observais tout, les codes, les us et les coutumes. Tu vois, quand t'arrives dans un endroit, t'arrives pas en faisant du bruit, en étant en terrain conquis, tu observes. Et pendant des années, moi, j'ai observé et tout ça. Et puis au fur, on te fait, si au départ, mais t'es étrangère. T'es étrangère, mais on te fait pas... En tout cas, moi, j'ai jamais eu le sentiment t'es une étrangère, alors les portes sont fermées. J'ai toujours été accueillie avec beaucoup de chaleur, beaucoup de profondeur, donc pour moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et puis les couleurs du Maroc, de Marrakech jusqu'à Mhamid, c'est juste une route magnifique. Tu vois l'ocre se mélanger avec le vert des palmiers, des palmeraies. Enfin, c'est juste un spectacle fabuleux. Non, c'est très beau. Ouais, c'est vraiment beau. La lumière, par exemple, quand on arrive vers Ouarzazate, c'est juste magnifique. Les espaces, les grands espaces, la densité, encore une fois, quand tu traverses les montagnes, la glace pour arriver jusqu'au Grand Sahara, c'est quand même, j'ai fait la route, je sais pas, une centaine de fois, j'en sais rien, mais en tout cas, de nombreuses fois, et à chaque fois, ça m'a cherché quelque chose en moi, et c'est jamais la même chose. Je voudrais savoir si tu as un message à faire passer au monde ou aux Marocains, quelque chose qui tient vraiment à cœur. Je pense que les gens devraient savoir, quelque chose que tu as appris via tes expériences. Alors, ce qui me tient à cœur, je pense, c'est vraiment de vivre ensemble. On est une nation humaine. On est tous là sous le même ciel, c'est vraiment possible de vivre ensemble et de vivre beau. Voilà, moi je suis du Laos. La force des choses et du destin, ou je sais pas, de la vie en fait, m'a amené à fuir mon pays dans des conditions quand même assez particulières, et de grandir en France. C'est vite fait de juger l'autre à cause de sa religion, à cause de son avis. C'est un grand défi pour l'humanité, même déjà au sein d'une famille, dans un couple, etc. Mais voilà, c'est de vivre. C'est possible de vivre beau et de vivre ensemble. Moi, voilà, je suis laotienne d'origine, mais j'ai grandi en France, un pays de cœur, c'est le Maroc aujourd'hui. C'est vraiment possible en fait. On va d'aller chercher ce qui est le plus beau des uns et des autres et d'en faire le meilleur. C'est ça que j'ai envie de dire à tout le monde. C'est vraiment possible, même quand on a l'impression que tout est perdu, que ce soit au niveau de la maladie ou des choses comme ça, que on a l'impression que c'est perdu. Il y a quelque chose, il y a toujours une étincelle qui fait qu'on peut vraiment se tirer vers le haut. Je n'en peux plus de cette humanité qui fait la guerre, qui se juge parce qu'on est différent, qui se juge parce que on pense pas de la même manière, c'est justement, on est riche, l'humanité est riche parce qu'on est différent, on est riche de tout ça, hommes, femmes, quelles que soient nos opinions, nos orientations. On est vraiment, c'est vraiment un monde où on a tout à gagner à vivre ensemble. Voilà ce que j'aimerais dire. Super. Merci Cantali pour cette interview. Très intéressant. Loulou, touché. Merci.